Bonjour. On va attendre quelques instants, le temps que les gens rentrent en connexion, arrivent à se connecter, et puis on commencera la session sans problème. Bonjour à tous. Bonjour. Donc pour les premiers, j'en profite pour redonner des petites recommandations techniques. Si vous avez des difficultés de connexion, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter par le lien qu'on vous a déjà transmis. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat pendant l'intervention. Voilà, l'idée c'est de répondre aux questions en fin de session pour pouvoir laisser la parole, une cohésion de parole. On est ravis de vous accueillir. On commencera d'ici, il est 11h34. Je pense que d'ici 2 minutes, si ça convient, on commencera la présentation. Donc voilà, nous allons commencer la présentation, enfin l'introduction de ce webinaire. Je suis Julie Jalado, directrice du département protection sociale au sein de Théorème. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de l'année. Après une période d'activité dense et très particulière, ayant des consciences des enjeux qui vous préoccupent pour être en contact régulièrement avec les directions RH, nous avons souhaité traiter d'un sujet majeur dans votre quotidien et qu'il sera certainement encore plus dans les mois, voire les années à venir. Nous avons sollicité pour traiter de ce sujet de l'art de la négociation sociale, Éric Georges, qui est co-dirigeant de GT Conseil. Le webinaire a été organisé avec la participation de Stéphane Vaucel, qui est directeur du pôle RH de FIDAL. On en profitera évidemment en troisième partie pour vous faire un petit point de conjoncture sur les négociations qui s'annoncent en matière de protection sociale avec Dominique Noëllet, que j'aurai le plaisir d'interviewer sur l'actualité et sur comment répondre à ce qui va arriver au prochain renouvellement. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions sur l'icône réservée que vous trouverez sur le côté, le chat. On vous propose d'y répondre à la fin du webinaire. Si vous avez des problèmes de connexion ou que le son fonctionne mal, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter grâce au lien que vous avez déjà reçu. On vous remercie encore de votre disponibilité, de votre temps, et je laisse la parole à Éric. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Dominique. Je suis Éric Georges, je suis co-gérant de la société GT Conseil, cabinet de conseil et formation sur la négociation et principalement sur une méthode, la négociation raisonnée d'Harvard. J'ai 61 ans, j'ai passé ma vie, ma carrière dans l'industrie, dans la machine-outil, et notamment une grosse partie de ma carrière à l'étranger. J'étais directeur de marché en Amérique du Sud, basé à Sao Paulo, et j'ai passé là-bas une douzaine d'années, où j'ai négocié énormément dans tous les domaines. Nous allons aborder aujourd'hui deux grands thèmes au niveau de la négociation, deux volets. La négociation dans l'entreprise, pour s'adapter à la crise on va développer quelques zooms sur la négociation sociale, et puis ensuite je vous parlerai d'une méthode de négociation. Il y en a énormément, mais là je vous parlerai d'une méthode de négociation raisonnée. Tout est dans le titre, négociation raisonnée d'Harvard, et je vous donnerai quelques indications sur les outils et les principaux skills de cette méthode en négociation sociale. Bien, nous sommes aujourd'hui, Julie, Dominique et moi, sans masque, mais vous savez que la crise est là. Beaucoup de négociations sont à mener, sont à venir. La rentrée est très compliquée. On voit de jour en jour
que la situation est difficile. Comme vous le savez, comme vous le vivez, on a au niveau du monde du travail une crise qui risque d'apporter avec elle des mouvements sociaux et certainement des réductions d'effectifs, par exemple, dans les entreprises. Des plans sociaux, des dépôts de bilan, des accords de performance collective. Le nombre de sociétés en difficulté ne cesse de croître. J'en veux pour preuve cette semaine l'intervention de Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, qui revenait sur un plan social qui avait été présenté il y a quelques semaines et à demi-mot, sans vraiment le cacher, il parlait d'un durcissement de ce plan social lié à cette rentrée catastrophique où dans l'industrie aéronautique, les prévisions sont bien en deçà, les réalisations, pardon, sont bien en deçà des prévisions qui avaient été faites il y a quelques mois. Donc, négociation sociale dans les entreprises, au sein du gouvernement aussi, on commence à s'inquiéter, comme dans les milieux patronaux, de l'émergence de nouveaux conflits. Le dialogue social et les négociations qui en découlent doivent permettre l'invention de régulations pour trouver des accords innovants qui vont permettre de préserver la paix sociale, d'anticiper les difficultés pour les entreprises et préserver leur compétitivité. Donc, de nombreuses négociations sont déjà en cours et vont prendre jour. Il suffit de jeter un regard sur la chronologie ces dernières années du cadre législatif pour se rendre compte du poids croissant accordé aux négociations dans les entreprises. Un exemple, en 2017, les ordonnances Macron ont permis de créer, de développer et d'innover dans la négociation collective d'entreprise sur des terrains d'enjeux collectifs. La négociation collective d'entreprise devient source de solutions au regard des évolutions technologiques, sociétales et environnementales. De nombreux sujets sont à débattre aujourd'hui, tant en termes de salaire qu'en termes d'équité sociale, qu'en termes d'égalité hommes et femmes. De nombreux sujets sont à venir aussi, notamment, vous le vivez peut-être, le télétravail, des nouvelles organisations au niveau des entreprises, donc des nouvelles négociations pour pouvoir mettre en place de nouveaux process. Les principaux termes de négociation au sein des entreprises aujourd'hui, très récurrents, les salaires, bien entendu, les primes, l'épargne salariale, le droit syndical, l'égalité homme-femme, le télétravail, les ruptures conventionnelles collectives, tout ça amène de nombreuses négociations et de nouvelles pratiques pour certains. La négociation devient un outil de régulation. La négociation collective est très, très dynamique dans notre pays. En 2018, 75 600 textes ont été signés. On a 1288 accords de branche enregistrés en 2018. Ce sont les derniers chiffres qui sont en notre possession. De nombreuses négociations aujourd'hui en regard du télétravail amènent les partenaires sociaux et syndicaux patronaux à négocier une nouvelle organisation de l'entreprise, une nouvelle organisation sociale et tous les éléments qui en découlent. Les négociations aussi qui deviennent très récurrentes sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise, tant au niveau salarial que représentativité dans les entreprises, amènent aussi les partenaires à s'asseoir et négocier. Au niveau de la façon de négocier dans les entreprises, si on regarde le baromètre de la négociation sur 3 ans, il y a une émergence de nouveaux syndicats, enfin de syndicats connus mais nouveaux sur le devant de la scène, comme la CFDT qui détrône la CGT, tant au niveau signature de contrat que d'adhérents. La CFDT a signé 94% des accords soumis à signature, la CGT 84%. Aujourd'hui, la confiance
au niveau du patronat se porte sur des syndicats qui négocient, non seulement pour les patronats, mais aussi pour les adhérents. Les succès rencontrés lors des négociations liées à des représentativités, je dirais, réformistes, portent le lead aujourd'hui au niveau de la représentativité. Les différents blocs, je dirais, blocs contestataires auxquels on va lier quelques organisations syndicales comme la CGT, par exemple, sont aujourd'hui en recul. L'accord pour eux n'engage que l'entreprise. Et il est clair qu'aujourd'hui, les négociations doivent porter à la fois sur le partenariat patronat-employé pour pouvoir trouver des solutions innovantes aux nouveaux défis qui nous sont présentés. Vous avez des blocs réformistes comme la CFDT, pour qui la négociation précède l'action. L'action est toujours récurrente, bien entendu, mais avant tout, on négocie. Avant tout, on essaie de voir en l'autre un partenaire. Et puis, des blocs indépendants qui sont plus axés donc sur réellement le contrat de travail et les résultats, je dirais, numéraires. Les organisations de négociation prennent une nouvelle tournure. On va pouvoir mettre en place des process pour permettre d'avancer en négociation en sortant schématiquement des guerres de position. Pour ça, il y a des étapes à suivre. Le diagnostic, bien évaluer quelles sont les donnes de la négociation, quelles sont les stratégies qu'on va développer d'un côté ou de l'autre, quels sont les objectifs communs qu'on a à définir et quelle mise en œuvre, comment va être la mise en œuvre de ces thèmes. Les stratégies de concession peuvent être déterminées aujourd'hui de telle manière en fonction du thème de la négociation, savoir quelles sont nos marges de manœuvre, quelles sont nos zones d'accord potentielles, quelles sont nos zones de rupture. Et puis, dans l'organisation, la répartition des rôles a une importance capitale en négociation, c'est-à-dire qui pilote, de quelle manière on va orchestrer nos négociations, qui va gérancer, qui va organiser, qui va manager et driver la négociation, des référents qui vont garantir les intérêts des uns et des autres, notamment sur des prises de position, et des personnes qui vont pouvoir avoir un rôle de conseil technique au sein des négociations. Et puis des observateurs qui vont être là pour à la fois gérer l'affect, des personnes qui vont être là aussi pour prendre des notes, pour écouter, et puis pour être un peu médiateur aussi par certains moments. Les qualités des différents représentants dans ces négociations, bien, ça va être, les qualités vont être déterminées par leurs attitudes, par la méthode qu'ils vont utiliser, par les styles, par les profils. Il existe différents profils de négociateurs. J'y reviendrai peut-être ensuite. On aborde des négociations de manière différente suivant les thèmes, suivant les participants, mais surtout suivant nos profils. On a des profils en négociation, des profils de négociateurs à tendance dure. C'est pas péjoratif, hein. Un négociateur dur n'est pas forcément un tueur. Et des profils doux. Et de la même manière, ce n'est pas péjoratif, c'est pas parce qu'on a un profil doux en négociation qu'on est forcément excusez-moi l'expression, une chèvre et qu'on accepte tout. Non, c'est l'abord de la négociation. J'aborde la négociation avec une tendance dure, objectif, résultat, relation en deuxième plan, et puis de manière plutôt douce où la relation prône et le résultat vient en deuxième plan. Alors, merci Eric pour cette présentation du contexte général qui permet effectivement d'introduire la méthode raisonnée. Ce qu'on comprend de ce que vous nous expliquez, c'est que déjà, il faut être bien conscient des forces en présence d'une manière générale. Et comme vous le dites, il n'y a pas il y a pas de qualité, mais voilà, bien être conscient des gens en présence avec lesquels on va devoir négocier et préparer aussi ces négociations. Savoir exactement dans quel cadre, ce qu'on est capable de proposer, de donner, de laisser aussi, voilà, pour pouvoir avancer dans une négociation
raisonnée. Et c'est la méthode que vous allez nous présenter tout de suite. Merci. Eh bien, cette méthode, la négociation raisonnée d'Harvard, moi, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir être formé à cette méthode à l'occasion donc de formation en intra-entreprise dans le groupe dans lequel je travaillais, un groupe suisse-allemand, pour pas le citer, Georges Fischer, spécialisé dans l'industrie, et j'étais donc directeur commercial dans la filiale française où j'ai eu cette chance d'être formé à la méthode négociation raisonnée d'Harvard en 93. Ça a changé ma façon d'être, de négocier et la manière d'aborder toutes les négociations, quelles qu'elles soient, au travers de ma vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. La négociation raisonnée d'Harvard a pour origine la recherche de deux chercheurs d'Harvard, Roger Fisher et William Ury, qui travaillaient à la Harvard Law School et qui étaient un peu fatigués des négociations basées sur des prises des positions. Et ils ont travaillé à une méthode, le squelette d'une méthode pour pouvoir aborder, développer et finaliser des négociations de manière plus raisonnée. Cette méthode, cette approche a été utilisée pour la première fois pour résoudre un conflit armé entre deux pays, en l'occurrence Israël et l'Égypte. Israël, se sentant menacé, avait envahi des territoires, notamment la péninsule du Sinaï, appartenant à l'Égypte. À partir de là, la situation s'est retrouvée bloquée. Le président Anwar el-Sadat, qui a pris la destinée de l'Égypte après Nasser, était un homme pragmatique et d'ouverture. Il a réussi à obtenir la possibilité de parler devant le Parlement israélien, la Knesset, et il a eu un discours d'ouverture. Les Américains, toujours très présents dans cette région, ont vu là une ouverture et ont fait s'asseoir autour d'une table. Alors, je ne sais pas si vous avez un problème de connexion. A priori, alors attendez. Je crois que nous avons un problème de connexion avec Eric. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas de retour. C'est pas pareil que quand on est dans une salle, c'est les problèmes techniques. Donc, effectivement, Eric a un problème de connexion. Donc, je vais reprendre la main en essayant d'être le plus dans l'attente, en espérant qu'il va revenir parmi nous, puisque c'était effectivement lui qui était en capacité de bien vous expliquer et de par l'expérience et la pratique qu'il a de la méthode raisonnée. Aujourd'hui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait effectivement appris cette technique, ce qu'il nous avait présenté dans son expérience professionnelle, et que maintenant, il accompagnait énormément de colloques, qui faisaient beaucoup de formations et aussi sur des syndicats, des accompagnements pour justement arriver à des négociations et des partages. Julie ? Voilà, vous êtes revenu, Eric. Excusez-moi, que problème de connexion. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est les problèmes du direct, j'ai envie de dire. Ok. Je me suis permise de ne pas compléter ce que vous disiez, simplement de dire que vous apportiez, vous donniez des formations aussi dans des groupes. Oui. Voilà. Ok, merci Julie. Je vais reprendre le lead. Donc, sur cette négociation, cette première négociation, des accords ont été trouvés à l'époque, et Harvard a décidé de développer, grâce à cette méthode, un département, le Harvard Negotiation Project, et diffuser à travers le monde sa méthode. Elle a servi, par exemple, à résoudre des problèmes en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Alors, question, qu'est-ce qu'une négociation ? Une négociation, c'est un moment qui peut être considéré de différentes manières. Je suis français, j'ai tendance à penser qu'en France, on aborde les négociations de manière un peu plus conflictuelle que dans certains pays, comme par exemple le Brésil, où j'ai beaucoup travaillé. Une négociation en France est considérée comme un moment difficile, généralement conflictuel, alors que pour nous, en négociation raisonnée, ça doit être un moment de co-construction. Quand est-on en état de négociation ? Pour pouvoir négocier, il faut être deux. Il faut avoir la liberté de pouvoir négocier. Il faut avoir une certaine latitude.
Il faut avoir des objectifs très précis, il faut avoir des intérêts divergents, c'est pour ça qu'on négocie. Des grands principes et des grands objectifs de notre méthode, la négociation raisonnée, tout est dans le titre, s'appuyer sur des éléments éthiques pour pouvoir raisonner. Obtenir plus, obtenir mieux, maintenir la relation. Obtenir plus et mieux, pas forcément que l'autre. Sur un partage donné, si j'ai eu 2 parts et l'autre 2, malgré tout, on va essayer ensemble, dans ce partage équitable, d'obtenir plus et obtenir mieux. Même si dans la négociation, le partage était un peu moins équitable, 3 parts pour l'un, 1 part pour l'autre, malgré tout, ensemble, on va essayer d'obtenir plus et mieux, mais pas forcément que l'autre. Le troisième objectif incontournable, c'est maintenir la relation, se servir de la négociation pour améliorer la relation et non pas la détruire. Bien entendu, cette réduction générale de l'esprit win-win, gagnant-gagnant et dans la durée n'est pas le plus simple à appliquer. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut viser. La négociation raisonnée d'Harvard, nous, comme Julie vous l'a présenté, nous la proposons et nous formons aujourd'hui dans différents grands domaines, les entreprises, bien entendu, des grands groupes comme Bouygues, comme Veolia, comme la BNP, Société Générale, etc. Dans des associations, le CJD, par exemple, le Centre des jeunes dirigeants, où les dirigeants sont très friands de méthodes de négociation raisonnée. Nous formons aussi des avocats conseils en entreprise et au droit social, comme FIDAL, comme ACE, et des syndicats comme la CFDT, par exemple. L'objet principal de la négociation, c'est quelque chose de fondamental. Nous allons parler de quoi? Nous allons négocier sur quoi? Quels sont les objets secondaires que on va pouvoir offrir? Les objets secondaires, c'est quelque chose qu'on offre, donc on perd une certaine partie de nos intérêts. On va voir que les objets secondaires, en négociation raisonnée, on les remplace par la créativité. Est-ce qu'il existe ou non une zone d'accord potentiel? Comment la découvrir? Est-ce que le marchandage est un process à utiliser? Non, parce qu'il y a des conséquences graves au marchandage. Perte de crédibilité, perte de temps. On sort avec un accord pauvre généralement parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller chercher les plus et les mieux. Aujourd'hui, la négociation raisonnée d'Harvard s'appuie sur 4 grands principes. Utiliser des critères objectifs. Le premier principe, asseoir la négociation sur des bases communes. Quels sont les critères que l'on peut utiliser ensemble pour avancer? Négocier sur les intérêts, non plus sur les positions, sortir des guerres de position, réfléchir aux intérêts des uns et des autres. Et c'est là que l'on va trouver des pistes de recherche. Exiger et imaginer de la part de l'un et de l'autre de la créativité. Sortir des positions grâce aux propositions que l'on va faire à notre créativité. Et puis séparer la relation du différent. Les négociations sont souvent liées à des problématiques plus ou moins graves et l'affect s'en ressent. L'affect peut aussi influencer énormément la négociation. Donc, comment se détacher de l'affect et focaliser nos énergies, notre force, notre créativité sur la résolution du différent et non pas sur un aspect relationnel. On parle aussi de 7 chaînons en négociation. Je vais vous en présenter un qui est important, notamment ce qu'on appelle la MESOR, la meilleure solution de rechange. Quand on part en négociation, il faut réellement en préparation se préparer à l'éventualité d'un non-accord. Est-ce que l'on a un plan B? Quel est-il? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que mon plan B, je peux l'utiliser en moyen de pression ou non? Est-ce que l'autre a un plan B? Découvrir le plan B de l'autre, c'est prendre le lead en négociation. Je voudrais terminer cette petite présentation sur la méthode par une phrase. Céder n'est pas céder et céder n'est pas céder. Alors, elle est beaucoup plus facile à lire qu'à entendre. Céder sur ses intérêts n'est pas aider à réussir une bonne négociation. Et céder mutuellement, ça ne veut pas dire forcément céder sur ses intérêts et positions. Donc, négociation raisonnée, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation conflictuelle sociale que l'on va vivre,
travailler avec une méthode raisonnée va permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et de préserver les intérêts des uns et des autres en gardant une relation. Voilà pour cette présentation. Je vous repasse la main, Julie. Oui. La parole. Merci, Eric. Merci pour cette introduction à la méthode raisonnée. On sait que l'exercice n'était pas facile. On n'avait quand même pas un temps trop long et aussi pour les gens qui écoutent de prise de parole. Et donc, vous avez dû condenser un petit peu ce que vous faites sur des séminaires plus longs. Ça nous donne une bonne base. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, c'est important d'être libre dans la négociation, de bien la préparer, d'avoir aussi des choses à donner. Voilà, donc c'est important. Sur les chaînons aussi, on vous a demandé de raccourcir. On sait que vous avez donc des exemples pratiques. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Et peut-être que si on a un peu de temps à la fin de la présentation, de la participation de Dominique sur le contexte global, actualité, protection sociale, et ben on pourra en discuter ou avoir des exemples un petit peu plus concrets. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'en profite donc pour introduire la partie Dominique. L'idée, c'est aussi de vous faire un petit point d'actualité sur le marché de la protection sociale actuellement, post-Covid. Donc, voilà, chez Théorème, notre proposition de valeur s'articule autour de 4 piliers, 4 fondamentaux. Et ça s'inscrit aussi un petit peu dans une continuité de négociation. Alors, c'est des approches qui sont globales. Nous, on fait partie d'une unité dans un tout. Mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu, d'avoir le contexte et de savoir où est-ce qu'on pourra aller. Dominique, je te laisse la parole. Merci, Julie. Oui, donc quatre piliers fondamentaux dans notre métier, dans notre expertise vis-à-vis de nos clients. Il y a d'abord les enjeux financiers. Vous le savez, les cotisations d'assurance sont constituées de contributions patronales et de parts salariales, et elles dépendent directement de la variation des résultats techniques d'une année sur l'autre. Donc, pour maîtriser ces coûts, il est très important d'être proactif dans le pilotage des régimes. Et puis, nous aidons aussi les entreprises à maîtriser leurs coûts pour proposer des régimes de bon niveau à leurs salariés. On a ensuite un enjeu légal. Les régimes sociaux complémentaires s'inscrivent dans un cadre réglementaire qui est complexe, qui expose parfois l'entreprise à des risques juridiques et qui peuvent entraîner des redressements URSSAF. Les contributions patronales sont exposées à des risques URSSAF. Et il y a également des risques prud'homaux si les régimes ne sont pas en conformité avec les obligations conventionnelles de l'entreprise. Donc, nous veillons à ce que les régimes de nos clients soient en conformité avec ces réglementations. On a ensuite des enjeux de communication. Vous le savez, les régimes sont de plus en plus complexes à lire et à comprendre. Il y a eu une succession de réformes qui compliquent la lecture. Donc les comparaisons ne sont pas toujours aisées. Il faut donc apporter de la clarté pour faciliter cette compréhension et les arbitrages, tant vis-à-vis des directions des ressources humaines que des salariés et de leurs représentants. Et puis enfin, le quatrième enjeu, c'est un enjeu humain, c'est peut-être le plus important. Souvent, les régimes sociaux complémentaires s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue social entre direction et partenaires sociaux, où la recherche du consensus est indispensable. C'est d'autant plus important que ces régimes représentent un critère de satisfaction, voire de fidélisation pour les salariés. Donc, nous accompagnons nos clients dans le dialogue social autour de ces sujets. Alors, j'oserais la question, les perspectives des contrats frais de santé en 2021, Dominique? Alors, vous le savez, pendant le confinement, les Français sont allés moins chez le médecin que d'habitude. Donc, moins de consultations de généralistes, moins de spécialistes. Les dentistes étaient quasiment tous fermés, sauf en cas d'urgence dentaire. Les points d'optique étaient également fermés, sauf dépannage de lentilles ou de lunettes. Donc, il y a eu moins de frais de soins engagés, donc moins de prestations versées par les assureurs pendant 2 mois, mars-avril. On estime que cette économie représente environ 3 milliards d'euros d'économie pour le marché de l'assurance complémentaire. Alors, c'est une économie, certes, mais c'est une amélioration temporaire des dépenses et probablement une détérioration du risque. Alors, faut-il en attendre des économies? La réponse n'est pas évidente pour différentes raisons.
La première des raisons, c'est que cette consommation médicale qui n'a pas eu lieu, qui s'est ralentie pendant la période de confinement, va se répartir sur le deuxième semestre 2020 ou glisser sur l'exercice 2021. Exemple, les hospitalisations qui ont été déprogrammées pendant la période de confinement ont été reprogrammées. Tout ce qui relève du dentaire, des soins dentaires ou de l'optique est une nécessité. Donc, ces soins, ces achats d'équipements optiques ont déjà eu lieu depuis le mois de mai ou vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Et puis, le Covid-19 a entraîné aussi, qu'on ne le veuille pas, un surcroît de prestations en médecine, en pharmacie, en hospitalisation, et il y a eu également des arrêts de travail. Donc, tout ça se traduit par un risque et des coûts supplémentaires pour le marché de l'assurance. La deuxième raison, c'est que la réforme du 100% santé qui a pris effet le 1er janvier 2020 et qui veut que désormais l'assuré social ait affaire à 3 paniers de soins en optique, en dentaire et en audioprothèse, normalement se traduit par des coûts supplémentaires pour la sécurité sociale, bien sûr, mais également pour les assureurs. Or, il y a eu des estimations qui ont été faites l'an dernier pour mesurer cet impact du 100% santé, mais rien ne vaut que la réalité des frais exposés. Et donc, cette période de confinement, c'est 2 mois qui nous manquent dans l'analyse des datas depuis le 1er janvier pour estimer le coût réel de cette réforme. Donc, les assureurs restent prudents par rapport au coût de cette réforme. Et puis, il y a une troisième raison également qui est très importante. La crise sanitaire, bien sûr, entraîne une crise économique. Certaines entreprises vont traverser de réelles difficultés, ce qui conduira, dans certains cas, à des PSE et à du chômage. Et le recours à la portabilité des droits sera en augmentation. Qu'est-ce que c'est que la portabilité des droits? Lorsque vous avez une personne qui est licenciée et qui bénéficie d'indemnités de Pôle emploi, elle a le droit à un maintien de sa couverture santé et prévoyance pendant une durée maximum de 12 mois. Voilà. Ce maintien de garantie, il est gratuit. En réalité, il est payant puisqu'il est payé par l'entreprise, l'employeur, et par les salariés qui restent en activité. Donc, si effectivement on assiste à plus de chômage, on aura plus de portabilité, et donc toutes les prestations engagées, tous les frais engagés par les personnes en portabilité, il faudra qu'elles soient payées par les personnes en activité et par les entreprises. Et puis enfin, il y a la taxe Covid dont on commence à parler. Souvenez-vous, le président Macron avait dit la veille du confinement qu'il y aurait un avant et un après. Je peux vous dire qu'en matière de fiscalité sur la santé, il y aura un avant et un avant, puisque vraisemblablement, sous prétexte que les assureurs ont réalisé une économie en mars et en avril, le gouvernement veut, obtenir une contribution, un effort supplémentaire de la part des assureurs sous la forme d'une taxe, mais laquelle sera appliquée sur les cotisations d'assurance des régimes de frais de santé et donc sera inévitablement payée par les entreprises et tous les salariés que nous sommes. Voilà. Merci Dominique. Bon, après, quand on a une analyse assez pragmatique du marché, ça n'empêche que l'idée, c'est de pouvoir justement négocier et accompagner nos clients dans les meilleures optimisations possibles en essayant de trouver des consensus parce qu'on sait que le contexte est difficile et que la volonté du gouvernement, des assureurs et des clients va pas forcément aller dans un même intérêt, dans un but commun. Donc voilà, nous, on accompagne les clients justement dans ces négociations-là, en sachant que quand on a parlé de la santé, il y a aussi le pendant de la prévoyance qui est un sujet important pour des raisons aussi conjoncturelles. Tout à fait. La sécurité sociale observe maintenant depuis quelques années une dégradation de l'absentéisme. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, on a un vieillissement de la population active. On est de plus en plus vieux en moyenne et la probabilité de tomber en arrêt de travail lorsqu'on est un petit peu plus vieux est plus importante. Voilà. Donc, il y a une réelle différence sur la probabilité de tomber en arrêt de travail entre 50 ans et 60 ans. Et puis, ça a un impact également sur la durée de ces arrêts. Et on observe effectivement, tant la sécurité sociale que le marché de l'assurance, un allongement de la durée de ces arrêts de travail.
Et ces deux phénomènes ont un impact sur le montant des provisions, c'est-à-dire des engagements que doivent constituer de manière obligatoire, ce sont des engagements légaux constitués par les assureurs pour faire face au paiement des indemnités dans le futur. Et puis on a un deuxième phénomène, c'est la baisse des taux techniques. Donc ces taux techniques, ce sont des taux d'escompte réglementaires pour calculer les provisions, c'est-à-dire les engagements de l'assureur dans le futur dès lors qu'il a un arrêt de travail. Donc baisse des taux techniques, baisse des taux de rendement sur la capitalisation des provisions également. Donc on est dans un effet ciseau où d'un côté on a un risque qui se dégrade et de l'autre côté le coût du risque qui est en augmentation. Voilà. Il faut rappeler aussi que les assureurs ont une contrainte, c'est Solvency II, c'est une réforme réglementaire européenne qui contraint les assureurs à maintenir un certain niveau de solvabilité et d'engagement. Voilà. Donc, les assureurs sont aussi pris dans ces contraintes-là. Donc, depuis déjà le début de l'année, bien avant le confinement, donc bien avant cette crise sanitaire, les assureurs commençaient à nous préparer sur la possible augmentation des régimes de prévoyance à compter de janvier 2021. Voilà. Et donc la crise sanitaire et la crise économique ne va pas évidemment arranger les choses de ce point de vue-là. Donc, dans la meilleure négociation, donc, alors excuse-moi, je suis sur le... Je t'ai coupé peut-être? Non, non. D'accord. Donc, dans la négociation réussie par les DRH lors d'un renouvellement de régime, ça se fonde sur la régularité avec laquelle on intervient dans les instances représentatives du personnel. Est-ce que ça, tu peux justement nous donner des exemples concrets ou attester en fait de cette importance justement de continuité et d'expertise que peut y avoir dans l'accompagnement et dans la transparence des échanges? Oui, alors tout à fait. Donc, au-delà de notre expertise habituelle que nous mettons au service de nos clients, avec toute l'expérience du métier de courtier, c'est-à-dire le contrôle des comptes techniques des assureurs, la négociation avec les assureurs, leur mise en concurrence, le cas échéant, la recherche d'alternatives aux augmentations, le choix du meilleur gestionnaire. Il y a toute une dimension, bien évidemment, de dialogue social qui fait le lien avec le thème du webinaire d'aujourd'hui. Donc, dialogue social dans lequel nous intervenons aussi souvent que possible. Je commencerai par une anecdote. Il y a quelques années, nous rencontrons un DRH. On est en novembre. Il est contrarié dans la mesure où son régime de santé est très déficitaire. Il enregistre un déficit de 40%. Voilà, le rapport prestation-sur-cotisation est à 140%. Et il a une pression de l'assureur pour augmenter ses cotisations dès le 1er janvier, minima 20%. Bien évidemment, l'entreprise ne peut pas se permettre et les syndicats sont contre. Donc, on lui propose de négocier un sursis de 6 mois avec l'assureur, de reporter cette augmentation au 1er juillet et de conditionner cette augmentation sur la tendance de l'année suivante, sur les 6 premiers mois. Le DRH accepte et décide de nous présenter son comité d'entreprise. On est en janvier, on se rend au comité d'entreprise, on s'assoit, le secrétaire demande au DRH notre identité, le DRH nous présente, le secrétaire du CE demande une suspension de séance et exige que nous quittions la salle. Voilà, donc on reste assis et au bout de 2 minutes, on se lève et on s'en va. 6 mois après, on se retrouve dans cette même salle avec les mêmes représentants du personnel et on est en train de dresser le bilan de nos travaux et nos conclusions. Et là, ces personnes qui nous avaient demandé de partir au bout de 2 minutes, 6 mois plus tôt, nous disent, eh ben oui, d'accord, on est d'accord avec vous, il faut revoir complètement le régime, donc il faut le refondre. Oui, il faut faire un appel d'offres et nous décidons de mandater Théorème pour conduire cette mission. Voilà. Que s'est-il passé dans cet intervalle de 6 mois? Tout simplement, pendant 6 mois, tous les mois, nous rencontrions la commission mutuelle et nous présentions les statistiques, leurs statistiques sur le mois et les mois précédents. Voilà. Donc, on leur disait quelle était la variation des statistiques d'un mois sur l'autre, mois par mois, la répartition des postes et quelle était la projection à attendre sur ces 6 premiers mois.
de sorte qu'on a pu les former à travers notre expertise pendant 6 mois. On a pu discuter, on a bâti de la confiance pendant ces 6 mois, et au bout de 6 mois, on a fini par être adopté par les partenaires sociaux. Donc voilà, moi c'est une anecdote qui m'a marqué, tout simplement parce que un bon dialogue social en matière de pilotage de régime de prévoyance et de frais de santé passe par une rencontre régulière des instances représentatives du personnel. Chaque année, nous présentons les résultats 1 fois ou 2 fois. Il faut faire de la pédagogie, il faut les informer, il faut les former, il faut leur expliquer le sens des réformes, l'impact de ces réformes sur le régime et comment on s'y prend pour aborder l'avenir. Voilà. Donc tout ça est une question de travail, de régularité, de pédagogie, transparence et d'engagement vis-à-vis des IRP. Très bien, merci. Donc concrètement, il faut savoir prendre des engagements et les respecter. Tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup pour l'intervention, pour vos interventions. Il y a eu une question qui a été posée sur la taxe Covid à laquelle j'ai répondu partiellement pour vous dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est très difficile d'avoir une position claire. Nous, on a eu évidemment des retours, c'est sûr qu'il y en aura une, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne sait pas de combien elle va être exactement. Donc, selon les assureurs, elle se situe entre 1,5 et 2,5%. Il y a même aussi des bruits qui disent qu'elle pourrait être rétroactive au 1er janvier 2020 et pour d'autres applicables au 1er janvier 2021. Donc, dans les faits, on ne sait pas concrètement comment ça pourrait se concrétiser, se matérialiser en rétroactivité. Mais bon, on a déjà vécu ce type de réforme voilà, au dernier moment. Bon, là, je pense que le projet de loi de finances qui devrait arriver, qui est en cours de discussion actuellement, devrait nous éclairer sur le sujet et nous donner un petit peu plus de perspective. Et après, voilà, quand on parle de négociation, typiquement, nous qui sommes en contact régulier avec les élus sur la partie du Covid, dont Dominique a expliqué, où il y a vraiment eu une baisse de consommation et c'est ce qui est communiqué par le gouvernement parce que c'est évidemment plus facile. C'est toute la complexité à expliquer en fait qu'effectivement pendant 2 mois, il y a eu une diminution des cotisations, que derrière, il y aura certainement une taxe qui sera mise en place par le gouvernement, de pas à majorer les cotisations au 1er janvier 2021. Voilà, c'est tous ces sujets qui sont sur la table parce que mine de rien, même si ce que je disais, c'est pas l'élément central de ce qu'on vous a présenté, de la méthode raisonnée, ça fait quand même partie d'un tout. Et on sait que l'année prochaine, les NAO vont être compliqués pour toutes les sociétés et les objectifs de maintien de coûts, voire de diminution des coûts qui sont demandés par les directions financières sont identiques pour tous les clients, pour tout le monde en fait, pour nous tous en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vrai que ça va être des sujets importants et que on sera vigilant à la transparence, à la communication aussi qu'on pourra donner à nos clients et puis aussi à nos partenaires ou à leurs partenaires sociaux. Encore merci de votre présence. Et puis, à très bientôt. Il y a un replay qui sera renvoyé. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres. Donc, pas de problème, Madame Ray. On vous donnera les informations complémentaires de la méthode raisonnée et puis aussi pour entrer en contact avec Éric Georges. Je vous remercie chaleureusement. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à tous. Soyez prudents. Au revoir. Merci. Au revoir.